bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle analyse de séquence. Aujourd'hui au programme Le Dernier Métro de François Truffaut. Alors Le Dernier Métro, c'est le film sûrement de François Truffaut qui a obtenu le plus grand succès en salle, le plus grand succès public en 1980. C'est aussi le plus connu parce qu'il a reçu de nombreux Césars en 1980, dont le César du meilleur film, du meilleur réalisateur pour Truffaut, et puis du meilleur acteur pour Gérard Depardieu, de la meilleure actrice pour Catherine Deneuve. Ça fait beaucoup. D'ailleurs, certains n'ont pas digéré et ont toujours reproché à Truffaut d'avoir eu ce succès-là en descendant le film dans leur critique. Et c'est pour ça que quand on regarde les critiques des films de Truffaut, souvent Le Dernier Métro n'est pas très bien servi. On a souvent tendance à lire que donc Le Dernier Métro n'est pas le meilleur film, loin de là, de la carrière de François Truffaut. Eh bien, aujourd'hui, je ne vais pas avoir la prétention de montrer le contraire, mais en tout cas, je vais vous montrer que je pense que Le Dernier Métro est sûrement un film d'une grande richesse. On va commencer tout de suite avec cet extrait. Ça fait 6 mois. En tout cas, je veux que tu viennes après la 50e, pas plus tard. Après la 50e, j'annonce que j'ai un voile au poumon et je me fais remplacer. J'explique tout à Jean-Loup. Je lui confie la gérance du théâtre et je fais semblant de partir pour le sanatorium. Je te rejoindrai là où tu seras. Et on recommencera tôt. Voilà, on commence cet extrait donc dans la cave du théâtre dirigé par Catherine Deneuve, Marion Steiner. Elle est avec son mari, Lucas Steiner. Alors que font-ils dans la cave? Eh bien tout simplement, nous sommes pendant l'occupation en 1942 et Lucas Steiner est juif. Il aurait dû quitter Paris pour aller en zone libre, mais il a préféré rester caché dans la cave de son théâtre. Et donc, il est obligé de vivre comme ça, caché toute la journée, dans la cave. Cet extrait commence avec un plan qui rassemble les deux personnages. Nous avons vu donc un plan qui est un plan américain, qui rassemble le mari et la femme. Et puis très rapidement dans la séquence, eh bien, les deux personnages qui sont pourtant côte à côte eh bien, vont être séparés par le cadre. Ici, on constate que l'acteur Heinz Bennent, qui joue Lucas Steiner, se retrouve en gros plan, dans un plan où il est séparé de sa femme. Alors pourquoi? Parce qu'en fait ils viennent de parler du fait que il ne pourra pas rester longtemps comme ça caché dans la cave, il va être obligé de partir, de quitter le théâtre pour aller se cacher ailleurs dans une autre ville. Et donc, on est en train de se rendre compte, le film dit que tôt ou tard, les deux maris et femmes, les deux époux vont être séparés par la guerre. Donc, la mise en scène va séparer ces deux personnages en les mettant chacun dans un cadre particulier, un gros plan pour chacun. Écoute, je suis pas coiffeuse, arrête de bouger, j'y arrive pas. Oh, écoute, enlève ça, c'est horrible. J'essaie de me sentir juif. C'est très délicat les rôles juifs. Si tu en fais juste un peu, on dit il exagère. Si tu en fais beaucoup, on dit il a pas l'air juif. Qu'est-ce que c'est, avoir l'air juif? Truffaut avait été très marqué par le film de Claude Berry, Le vieil homme et l'enfant. Et on se rappelle que dans ce film, le petit garçon demandait à Michel Simon « Mais ça ressemble à quoi un juif et comment on les reconnaît ?» Et Michel Simon, d'une manière assez naïve, répondait « C'est simple, déjà ils ont un grand nez crochu. » Et c'était drôle parce que, évidemment, le petit garçon qui était juif, il n'avait pas du tout un nez crochu. Et comme Truffaut avait beaucoup aimé ce film, eh bien, il y a un petit peu ce clin d'œil dans Le Dernier Métro avec Lucas Steiner qui rajoute sur lui-même, sur son visage, ce nez crochu. Il est juif, mais il essaie d'imaginer ce que c'est que d'avoir l'air d'un juif si on prend en considération tous les clichés qui traînent sur les juifs. Alors évidemment, la persécution des juifs est traitée dans Le Dernier Métro régulièrement tout au long des séquences, mais Truffaut se défend d'avoir fait un film politique, et ce qui l'intéresse le plus, c'est la relation amoureuse entre Catherine Deneuve et puis deux hommes, son mari, Heinz Bennent, Lucas Steiner, et puis
Ensuite, Gérard Depardieu, évidemment, Bernard. Donc c'est une femme tiraillée un petit peu entre deux hommes, et on pense tout de suite à un précédent film de Truffaut, Jules et Jim. Donc ici, en fond sonore, on entend aussi une des chansons d'époque, L'Amant de Saint-Jean. On entend beaucoup cette chanson dans le film, le générique de début, et puis ensuite plusieurs fois dans le film. Alors, il faut rappeler que cette période de l'occupation est une période qu'a bien connue François Truffaut, puisqu'il avait à peu près 10 ans à l'époque, et que sa mère, ne pouvant pas s'occuper de lui parce qu'elle travaillait, et le père, donc il avait un beau-père, Truffaut, c'est un petit peu l'histoire qu'on voit dans les 400 coups, il ne connaissait pas son vrai père, donc il était juste élevé par sa mère et puis un beau-père. Et sa mère, qui ne pouvait pas trop s'occuper de François Truffaut, elle le mettait souvent dans les cinémas. Et d'ailleurs, quand il y avait des alertes, etc., à la bombe, dans le Paris occupé, eh bien, Truffaut se réfugiait souvent au théâtre ou au cinéma. Donc, cette période, il l'a bien connue, et puis, il essaye d'en parler avec le théâtre, et puis, surtout, les chansons qu'il entendait à l'époque, comme L'Amant de Saint-Jean. C'est à moi que tu demandes ça? Arrête de bouger. Écoute, Mayo. Écoute. J'adore cette chanson. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, mon bel amour. Alors évidemment, cette chanson, L'Amant de Saint-Jean, c'est une chanson qu'aimait beaucoup François Truffaut, et donc il parle par l'intermédiaire de la bouche de Heinz Bennent. Cette chanson à Truffaut qui lui rappelait son enfance. Et puis donc Catherine Deneuve, avec la coiffure des femmes de l'époque, c'est une actrice que Truffaut aimait beaucoup et qu'il avait déjà dirigée 10 ans auparavant dans La Sirène du Mississippi. Il avait beaucoup aimé cette collaboration parce qu'il trouvait que cette femme, cette actrice, elle réussissait toujours à garder quelque chose de secret. C'est-à-dire qu'elle avait beau jouer un personnage, elle gardait une espèce de côté secret, et qui est très importante dans le dernier métro justement, puisque elle ne doit dire à personne que son mari est caché dans la cave. Et surtout, Truffaut était un peu triste que La Sirène du Mississippi ait eu très peu de succès en fait en 1969. Et c'est pour ça qu'il a décidé de retravailler avec Catherine Deneuve en espérant que cette fois-ci le film marcherait, ce qui a été le cas. L'amant de Saint-Jean, il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Il ne m'aime plus, c'est du passé. On remarque que la caméra s'approche de plus en plus de Catherine Deneuve. C'est elle qui est le personnage le plus important de cette scène, évidemment. C'est une scène entre le mari et la femme, mais en fait, le personnage principal du dernier métro, c'est bien sûr Marion Steiner, c'est Catherine Deneuve. La Nuit américaine était pour François Truffaut un hommage au cinéma, et le dernier métro est un hommage au théâtre. Truffaut avait l'idée de faire une trilogie qui devait rendre hommage au cinéma, au théâtre et plus tard au music-hall. Évidemment, il est mort trop tôt, puisqu'il est mort à peu près 4 ans après le dernier métro. Il n'a pas eu le temps de faire le dernier film consacré au music-hall. N'en parlons plus. Ça va la culture? Ouais. Ça pousse? Ouais. Ah, comme ça on va pouvoir fumer. Jaco, tu veux venir? Dis donc, Jaco. Oui. Tu peux répéter une phrase après moi? Oui. Tu veux bien? Bon. Alors essaie de dire. Maman, tu crois qu'il va revenir, monsieur Karl? Maman, tu crois qu'il va revenir, monsieur K? Ouais, c'est bien ça. Et puis, parce que j'apprends bien avec lui. Parce que j'apprends bien avec lui. Ici, on découvre un des acteurs célèbres du dernier métro, c'est Jean Poiret. Poiret était surtout connu à l'époque pour ce qu'il avait fait avec Michel Serrault, et donc pour avoir joué aussi dans les films de Jean-Pierre Mogy ou Pierre Tchernia. Mais Jean Poiret, évidemment, n'était pour l'instant pas encore l'inspecteur Lavardin, le personnage
que lui a créé Claude Chabrol dans les années qui vont suivre, dans le milieu des années 80. Jean Poiret joue ici dans Le Dernier Métro, en fait le metteur en scène qui remplace Lukas Steiner. Ici, vous avez une scène importante où le fils de la concierge du théâtre, le petit garçon, va être intégré à la pièce. Le metteur en scène va avoir l'idée de l'intégrer à la pièce. Et ce personnage, on sait qu'il est très important puisque c'est un peu le personnage qui a l'âge de François Truffaut à l'époque. Donc Truffaut, on pourrait dire peut-être, se réincarne un petit peu dans ce personnage-là. Et puis, on sait à quel point Truffaut est attaché à l'enfance et que l'enfance peuple les films, peuple ces différents films. On pourrait citer, pour ne citer que ceux-là, Les 400 coups, ensuite L'Enfant sauvage, et puis L'argent de poche, 3 films où le thème de l'enfance est primordial. Très bien. À Saint-Jean, vous êtes, mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête, serré par les bras audacieux, car l'on croit toujours au dos mon amour quand ils sont liés avec les yeux. Moi qui l'aimais tant. Donc voilà, on vient de voir des plans en extérieur du Dernier Métro, mais ce ne sont pas des extérieurs naturels, ce sont des plans en studio, puisque la totalité des plans du Dernier Métro sont tournés en studio. Et justement, c'est là où on est un petit peu embêté, c'est que François Truffaut, dans les années 50, dans ses articles de critique, critiquait beaucoup les cinéastes de la qualité française, Claude Autant-Lara, Jean Delannoy, en leur reprochant notamment de tourner en studio, et puis aussi de tourner avec des stars et non pas des acteurs connus. Donc c'est pour ça que dans Les 400 coups, il avait tourné avec Jean-Pierre Léaud, qui n'était pas connu, puis il avait tourné beaucoup de scènes en extérieur, souvent dans des décors naturels. Et là, on est très embêté parce que Truffaut fait exactement ce qu'il a reproché pendant tant d'années aux cinéastes de la Nouvelle Vague. C'est un film qui est tourné en studio, Le Dernier Métro, et puis avec des stars, avec Gérard Depardieu, Catherine Deneuve. Donc on a beaucoup reproché à Truffaut, évidemment, d'avoir dit certaines choses pour éjecter certains cinéastes, comme Claude Autant-Lara. Et puis, une fois que ces cinéastes ont été éjectés, bien en fait, finalement, il a fait la même chose qu'eux. Donc, ça, c'est un petit peu le côté un petit peu gênant. Maurice Pialat, d'ailleurs, a beaucoup dénoncé ces défauts de la Nouvelle Vague, des cinéastes de la Nouvelle Vague qui voulaient finalement se débarrasser de tous les cinéastes qui étaient là avant pour pouvoir prendre leur place. Alors, on constate dans cette scène que vous avez encore la chanson L'Amant de Saint-Jean, donc ça a vraiment une place importante. Et puis on constate aussi que vous avez donc ce travelling d'accompagnement qui accompagne Catherine Deneuve. Les plans sont souvent longs dans Le Dernier Métro parce qu'on veut laisser la temporalité réelle de l'action et non pas faire du découpage à outrance. Et puis, quand le travelling arrive au bout de sa course à droite, eh bien, Catherine Deneuve sort du champ, et puis on a l'impression que c'est terminé, mais en fait, elle entre à nouveau dans le champ, donc vous avez cet effet de surprise un petit peu, qui est que on ne s'attendait pas à ce qu'elle revienne, mais en fait elle revient pour la chanson L'Amant de Saint-Jean, donc c'est une manière d'accentuer encore une fois sur cette chanson. Je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être. Au parleur, chaque fois qu'il mentait, je le savais. Alors, évidemment, vous constatez que les travelling d'accompagnement, ils permettent aussi tout simplement de laisser le personnage de Marion, Catherine Deneuve, central. Finalement, tout tourne autour d'elle et c'est une façon, grâce à la mise en scène, de rappeler au spectateur sans arrêt que c'est elle qui est centrale dans le film, que finalement, beaucoup plus que la France sous l'occupation, beaucoup plus que tous les problèmes avec les Juifs, ce qui est important, c'est son parcours à elle et son parcours, son histoire d'amour avec 2 hommes. Ici, à la fin de ce plan, même s'ils se font plus ou moins dans le décor, on a un Allemand qui fait de la peinture, donc c'est une façon de dresser un petit peu un tableau de la France de l'occupation, où les gens essayent de vivre normalement, mais ils essayent de vivre alors qu'ils sont entourés par des Allemands, donc c'est pas tout à fait la vie normale, mais on essaye de faire comme si c'était la vie normale.
Bonjour Jaco. Maman, est-ce qu'il va revenir, monsieur Carr? Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Parce que je travaille bien avec lui. Mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est lui qui m'a dit de le dire. Mais lui qui? Lui? À nouveau, cette scène continue par un travelling arrière, un travelling d'accompagnement de Catherine Deneuve, donc on insiste vraiment pour suivre ce personnage. Et puis ensuite, vous avez la série de chant contre chant, entre d'une part Catherine Deneuve avec l'enfant, et d'autre part, ensuite Jean Poiret. Vous remarquez qu'au début, dans les plans sur Catherine Deneuve et l'enfant, donc les deux sont réunis, vous avez un plan comme ça américain, et puis alors que les plans sur Jean Poiret sont rapprochés, et puis au bout d'un moment, pour marquer la complicité en fait qui est très forte entre Jean Poiret et puis Catherine Deneuve, enfin en tout cas entre les deux personnages plutôt, eh bien vous avez l'échelle des plans qui se resserre. Donc c'est pour ça qu'à la fin de ce plan, on a ce très beau plan de Nestor Almendros sur Catherine Deneuve, qui est un regard de complicité avec son metteur en scène, à la fois François Truffaut, mais aussi le metteur en scène dans l'histoire, Jean Poiret. Je parle de Nestor Almendros, donc c'est l'occasion de rappeler que on en a déjà parlé pour Manouche et Maud, que c'était un des chefs opérateurs les plus appréciés par la Nouvelle Vague, notamment par Éric Rohmer, et puis que en fait Nestor Almendros a éclairé quasiment tous les derniers films de François Truffaut, alors que les films du début de la carrière de Truffaut avaient surtout été éclairés par Raoul Coutard. On pense à Tirer sur le pianiste, Jules et Jim, et puis La peau douce. Et Raoul Coutard, c'est le deuxième grand chef opérateur de la Nouvelle Vague, notamment qui a travaillé beaucoup avec Godard, et notamment sur Le Mépris. Voilà, ça y est, elle marche maintenant. Ah bah c'est une bonne chose. Nadine, t'es prête? Oui. Quand tu veux, tu entres. Vous n'avez plus besoin de moi, madame? Je peux aller préparer la chambre d'Éric? Je vous en prie, Ariette. Et n'oubliez pas la pommade sur sa main gauche. J'ai tout fini, maman. C'est bien, Eric. Tu peux aller te coucher maintenant. Pour parler du théâtre, Truffaut choisit assez naturellement une mise en scène qui est en rapport avec le théâtre. C'est tout simplement un plan fixe. Alors, au début, il est en mouvement, mais ensuite le plan se stabilise et devient fixe. Et donc, il était en mouvement pour accompagner Sabine Hautepin, qui joue donc un des rôles dans le dernier métro. Au fond, vous avez Gérard Depardieu, et donc le plan devient fixe et frontal, à la hauteur à peu près des acteurs, légèrement en dessous, en légère contre-plongée. Et donc, Truffaut choisit cette mise en scène, vous comprenez pourquoi, parce que quand on est dans la salle et puis qu'on regarde une pièce de théâtre, eh bien on est à peu près dans cette situation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir plusieurs angles, on ne peut pas avoir plusieurs plans, on n'a qu'un seul plan, un seul angle, on est assis sur le fauteuil, sur notre fauteuil pendant toute la durée de la représentation, et donc il faut que ça reste fixe. Et donc ici, vous avez quelque chose, une mise en scène qui correspond vraiment bien à ce que peut ressentir le spectateur de théâtre. C'est d'ailleurs la mise en scène qu'avait choisi Méliès à l'époque, quand il découpait ses films en tableaux. Ensuite, j'insiste sur ce plan où, en fait, mis à part Gérard Depardieu qui attend le moment de jouer son rôle, vous avez surtout un plan où sont centrés donc Catherine Deneuve et le petit garçon. Elle joue sa mère, et on constate qu'il y a l'absence de la figure paternelle. Dans la pièce, le petit garçon, il n'a qu'une mère, c'est elle. Et puis dans le film Le Dernier Métro, le petit garçon, c'est le fils de la concierge, et la concierge, on ne voit jamais son mari. Et évidemment, on est obligé d'imaginer que Truffaut fait référence encore une fois à son enfance, c'est-à-dire une enfance où la figure paternelle était absente. Voilà, tu vas vite vers l'escalier, vers la porte. Voilà, tu t'arrêtes sur la seconde marche. Voilà, t'attends pas. Tu te promènes là pour dire ta phrase. Hein. Maman, est-ce qu'il va revenir, monsieur Carr? Je ne sais pas, mon petit. Qu'est-ce que tu crois? Je crois qu'il va revenir. J'apprends bien avec lui. Bien, c'est bien, Jaco. Bravo, Jaco. Eh ben voilà. Maintenant, nous savons qu'il y aura au moins un bon acteur dans cette pièce. Mais c'est toujours plaisir à entendre, Non, mais ça. c'est gentil, si, c'est sûr. Je m'arrête sur ce plan, alors on va dire, voilà, c'est un plan presque large, un plan moyen, parce que c'est un plan qui réunit presque tous les personnages principaux du Dernier Métro, et ils sont tous sur scène. Il manque juste Andrea Ferréol, mais qu'on va voir juste après. Alors, de gauche à droite, nous avons Paulette Dubost. Alors ça, c'est le moyen pour Truffaut de rendre hommage à Renoir. Renoir, c'était peut-être le cinéaste préféré de Truffaut. Et notamment, Truffaut adorait
la règle du jeu. Et on sait que dans la règle du jeu, bon, d'une part il y a Paulette Dubost, mais surtout il y a cette fameuse scène à la Collinière où les gens sont en train de monter une espèce de pièce de théâtre sur scène. Et que ici, c'est un peu la même chose, hein. On est sur scène et puis il y a toute cette ribambelle de personnages. On sait que ce que Truffaut aimait aussi chez Renoir, vraisemblablement, c'était tous les personnages secondaires qui étaient tous aussi vivants les uns que les autres. Et c'est ce qu'il a réussi, à mon avis, magnifiquement à recréer dans Le Dernier Métro. C'est-à-dire qu'ils existent tous. Donc de gauche à droite, Paulette Dubost qui joue la billeuse. Ensuite, Jean Poiret avec le petit garçon. Ensuite, nous avons Sabine Audepin. Ensuite, nous avons Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, et puis Maurice Rich. Et Maurice Rich, ici, il joue l'homme à tout faire, c'est un peu l'accessoiriste. Et donc, pour ceux qui ont vu La Nuit américaine, on pourrait dire c'est un peu l'équivalent de Bernard Ménez. C'est en fait l'accessoiriste qui doit résoudre tous les problèmes, qu'à chaque fois qu'on cherche quelque chose, il doit aller chercher quelque chose. Et donc, toute cette ribambelle de caractères qui sont hauts en couleur, avec cette gouaille, hein, on entendra parler tout à l'heure Andrea Ferréol, mais c'est la même chose pour Paulette Dubost. Tous ces personnages fort attachants, on a l'impression de retrouver toute la bande de la règle du jeu, on a l'impression aussi de retrouver toute la bande de la grande illusion, enfin ce qui fait vraiment le charme des films de Renoir. Et ce qui frappe dans Le Dernier Métro quand on revoit le film, c'est à quel point en fait le film est agréable à voir, à revoir un certain nombre de fois, parce que en fait finalement c'est pas vraiment l'histoire qui est importante dans Le Dernier Métro, c'est plutôt c'est l'univers, un univers où on se sent bien, avec des personnages qu'on aime et puis qui sont drôles. Voilà. Et on pourrait croire, et c'est ça qui est fort, que Le Dernier Métro c'est une histoire triste sur la persécution des Juifs, et en fait c'est pas seulement ça, c'est surtout un film sur le vivant, sur l'humanité des personnages et sur la joie de vivre ensemble. Merci. Au revoir mon Raymond. Salut Germaine. À demain. Ouais. Bonsoir toi. Alors lui, on l'embrasse et moi? Vous, on vous serre la main. Alors, puisque vous y tenez absolument, pardon, permettez. Je vais vous faire les lignes de la main. Hein? Alors voilà. Il y a deux femmes en vous. Oui, mais malheureusement, aucune des deux n'a envie de coucher avec vous. Salut. Oh, c'est ma faute. C'est ma faute. J'ai eu tort de lui montrer trop vite que j'avais envie d'elle. Et maintenant, elle me nargue, elle me provoque. Quand les décors et les costumes vont être terminés, elle va disparaître de la nature. Mais cette fille-là, il me la faut avant la générale. Voilà donc, on arrive à la fin de l'extrait. Ici, vous avez encore une fois un plan séquence qui permet de respecter la temporalité, c'est important, qui laisse vivre, qui laisse exister les personnages dans le champ. Vous avez donc, on a vu d'abord Paulette Dubost passer, la billeuse, ensuite Andrea Ferréol qui avait été rendue très célèbre, notamment grâce à la grande bouffe de Marco Ferreri en 73. Et puis donc, vous constatez que en fait, Le Dernier Métro, souvent, c'est très drôle. C'est-à-dire que vous avez les personnages comme ça qui se cherchent, qui se tournent autour, qui se taquinent. Gérard Depardieu avec Andrea Ferréol ou Maurice Rich avec les autres, etc. Et donc, on constate, je trouve, dans ce petit extrait-là, le caractère très attachant des personnages. Ensuite, Truffaut disait que avec Gérard Depardieu, il adorait tourner avec Depardieu parce qu'il disait que Depardieu, à chaque fois qu'il tournait un plan, il apportait tellement qu'il donnait plein d'idées. En fait, il donnait une nouvelle idée à la seconde, et que en fait, Truffaut disait que quand il tournait un plan avec Depardieu, en fait, ça lui donnait des idées pour tourner un autre plan, un plan suivant. Donc, il adorait tourner avec Depardieu, et là, on voit à quel point Depardieu est à l'aise et à quel point il apporte de la vie. Et puis, pour conclure, alors je dirais que Truffaut a dédié ce film à André Bazin, un petit peu comme Godard avait pu le faire avec Le Mépris. Et André Bazin, alors qui c'était? C'était un peu le père spirituel de la Nouvelle Vague. C'est le créateur des Cahiers du cinéma, mais qui est mort très tôt. Il est mort en 58. Et donc, ça avait été aussi un père un peu pour François Truffaut, parce qu'il faut rappeler que André Bazin, c'est lui qui a sorti un petit peu Truffaut de sa délinquance, parce qu'il y avait une espèce de petite délinquance comme ça à l'époque, et puis un peu comme dans les 400 coups, que c'est lui qui a fait rentrer Truffaut dans les revues de cinéma, c'est lui qui l'a encouragé à créer des ciné-clubs, et puis c'est lui qui en a fait un critique célèbre et qui lui a donné envie de faire du cinéma. Et puis il l'a hébergé aussi chez lui, donc vraiment André Bazin, figure emblématique de la Nouvelle Vague pour tous les cinéastes de la Nouvelle Vague. On va rappeler, mais on en reparlera dans d'autres films, que la Nouvelle Vague, au départ, c'est un groupe de critiques au Cahier du cinéma. Donc c'est pour ça que cette revue est importante. Et que parmi ces critiques, on avait Jacques Rivette,
On avait Claude Chabrol, on avait Éric Rohmer, on avait Jean-Luc Godard et bien sûr on avait François Truffaut. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de voir et de revoir Le Dernier Métro. Je trouve un des films les plus attachants de son réalisateur. Merci.